Bienvenue sur Ahlul Nour. Bienvenue sur Ahlul Nour. Assalamu alaikum, bienvenue à tous sur Ahlul Nour Podcast, le podcast dédié aux musulmans francophones. Aujourd'hui, nous avons avec nous Mervé et nous allons aborder un sujet très intéressant qui touche la crise identitaire des Turcs de France. Ce sujet étant un tant soit peu compliqué et vaste, il est primordial de faire un petit résumé sur cette immigration turque en France. Depuis la signature de la convention de main-d'œuvre entre la France et la Turquie en 1965, la communauté turque en France n'a cessé de croître, atteignant environ 700 000 personnes selon les dernières données de 2020. L'importance de la religion et l'attachement à la Turquie, c'est-à-dire la turcité, sont des éléments marquants de cette immigration, caractérisée également par une forte endogamie. En 1968, l'INSEE comptabilise seulement 7 600 ressortissants turcs en France, mais ce nombre grimpe à 50 900 en 1972, soit une augmentation 7 fois plus importante. Il convient de noter aussi que le profil sociologique des immigrés turcs en France se distingue de celui des Turcs arrivés en Allemagne pendant la même période. Tandis que ces derniers proviennent des régions les plus industrialisées de la Turquie, les Turcs immigrés en France viennent principalement des régions rurales de l'Anatolie centrale et orientale qui connaissent un retard économique et éducatif notable. L'arrêt officiel de l'immigration de travail en 1974 ainsi que le décret de 1976 sur le regroupement familial modifient profondément la nature de la présence turque. En 1982, l'INSEE enregistre 123 500 ressortissants turcs en France, soit une hausse de 1500% en 14 ans. Cependant, il est important de comprendre que durant les 30 Glorieuses, les travailleurs turcs qui sont arrivés en France avaient au départ l'intention de rester seulement pour une courte période, dans le but d'épargner rapidement et de retourner ensuite dans leur pays d'origine. Toutefois, peu d'individus ont mis en œuvre ce projet à cause des problèmes économiques auxquels ils ont été confrontés en France et surtout de l'instabilité politique en Turquie, particulièrement avec le coup d'État de 1980 qui a intensifié la situation. Ils ont assisté à une montée des demandes d'asile, à la dépréciation de la livre turque et à une inflation croissante. Devant cette instabilité, le retour a été retardé. Nombreux sont ceux qui ont fait venir dans leur famille, par le biais de regroupement familial, se contentant de s'établir dans un pays qu'ils n'avaient généralement pas sélectionné, qu'ils connaissaient à peine et surtout dont ils ne maîtrisaient pas la langue. Les descendants de cette immigration turque rencontrent des défis spécifiques, en particulier dans le domaine scolaire. En général, le taux de réussite des jeunes est inférieur à celui d'autres descendants de l'immigration et ils sont souvent orientés vers des parcours professionnels. Environ un tiers d'entre eux obtient son baccalauréat et seulement 14% comparé à environ 40% de tous les jeunes en France auraient obtenu son diplôme supérieur en 2013. Ces problèmes sont le résultat du niveau d'éducation peu élevé des parents, un des plus bas parmi les diverses immigrations en France. Encore une fois, ces statistiques datent de 2013 et cela était valable pour la première génération des enfants d'immigrés. En 2025, 12 ans plus tard, le constat est totalement différent. Cependant, une chose importante à signaler est que les jeunes d'origine turque présentent une forte préservation des habitudes transnationales en lien avec le pays natal de leurs parents, contrairement aux descendants d'immigrés du Maghreb. Ils sont plus susceptibles de maintenir des contacts amicaux en Turquie, regarder les médias turcs, parler la langue, s'intéresser à la politique du pays et exprimer le souhait d'y être enterrés. Cette situation peut d'un côté être une réponse aux problèmes d'intégration socio-économique et de l'autre être liée à une offre transnationale considérable émanant du pays d'origine qui souhaite conserver un contact fort avec ses citoyens vivant à l'étranger et renforcer leur sentiment d'appartenance à une communauté transnationale intitulée en Turquie Gurbetçi, qui veut dire tout simplement expatrié. Or, nous verrons que ce terme est totalement dépassé et ne représente pas vraiment les Turcs de France d'aujourd'hui. Assalamu alaikum Mervé, bienvenue sur le podcast tout d'abord. Wa alaykoum salam. Donc comme tu as pu le voir, ça va être un sujet assez compliqué et assez intéressant aujourd'hui. Donc voilà, on va commencer tout de suite. Et après cette introduction, l'immigration turque en France s'est plutôt déroulée, comme nous l'avons dit, dans les années 1960 à 1970 et un peu après. Qu'est-ce qui a poussé donc les gens, selon toi, à venir en France ? En fait, comme tu l'as dit, c'est vraiment pour des raisons tout d'abord économiques. C'est ce qu'on va appeler les migrants économiques. Et donc, en gros, tu quittes ton pays pour améliorer tes conditions de vie. Et l'idée, c'était derrière de pouvoir accumuler un maximum de capital et de retourner à son pays. À la base, c'était ça l'intention.
Et aussi, comme tu l'as expliqué, il y a eu beaucoup d'instabilité politique en Turquie et aussi il y a eu cette période-là où ils ont accueilli beaucoup de réfugiés politiques turcs. Et je dirais principalement que oui, cette immigration turque a été poussée pour des raisons, on va dire, économiques et politiques. Et ouais, principalement pour ces deux raisons, je pense que c'est assez clair comme tu l'as dit dans ton introduction. D'accord, donc c'était vraiment oui, pour accumuler un peu d'argent et rentrer, avoir une meilleure vie donc, dans le pays natal. Voilà, à la base, c'était ça le projet, je pense, de la plupart des Turcs qui sont venus ici, hein. Mhm. Ouais, la majorité, hein, quasiment. Ouais. C'est ça. Donc, penses-tu que les spécificités culturelles et religieuses des communautés turques sont compatibles avec le système français notamment? Alors, c'est vrai que cette question, elle est assez difficile. Les spécificités culturelles et religieuses, les spécificités culturelles turques, c'est, on va dire que ça pourrait être compatible avec, on va dire, le système en France, parce que souvent les cultures, en général, c'est quelque chose qui va être accueilli on va dire, par tout. Enfin, la France n'est pas trop fermée à l'idée de culture. Souvent, même, on aime bien pouvoir être dans une idée de mixité culturelle, etc. Après, je sais pas si toi, tu as un exemple que tu voudrais nommer par rapport aux spécificités culturelles, mais c'est vrai que j'en ai pas une particulière. Après, spécificité religieuse, la plupart des Turcs sont musulmans. Donc c'est vrai que c'est là où ça vient souvent, enfin ça vient se contrecarrer souvent avec le système en France. C'est compliqué en fait d'être turc musulman en France. Bien sûr, ça c'est et comme tous les musulmans, hein, tous les maghrébins aussi musulmans. Après, je sais pas si tu veux qu'on cite des exemples particuliers. Est-ce que tu en as en tête quand Non, tu si tu avais... as en tête des exemples, par exemple les coutumes turques, etc. Ouais, Voilà quoi, c'est plus à ce niveau-là et religieusement d'accord. parlant, bien sûr que tous les musulmans sont impactés, qu'ils le veuillent ou non. C'est ça. En termes de coutumes, ouais, je pense que ça peut être compatible avec le système en France. Ouais. Euh, ouais. D'accord, d'accord. Mm. Et donc, comme tu le sais, la France est un pays laïque, tout comme Mhm. la Turquie d'ailleurs. Et à Oui. ce niveau-là, y a-t-il pour toi des grandes différences de fonctionnement entre ces deux pays? Alors cette question, elle est hyper importante parce que la question de la laïcité en Turquie et la laïcité en France, c'est pas, on n'utilise pas cette définition de la même manière. À la base, en France, c'était la séparation entre l'État et l'Église. Donc en gros, c'est cette volonté d'avoir une certaine neutralité vis-à-vis de toutes les autres religions, mais tout en assurant la liberté de culte. Donc à la base, Mhm. en France, c'était ça. En Turquie, ça n'a pas été le même système, dans le sens où, certes, ça a été... en fait, la manière dont la laïcité a été imposée en Turquie, je parlerais plutôt de laïcité très radicale en Turquie, à l'époque où on a déclaré la Turquie comme une république en 1923. Et ça a été vraiment imposé comme une sorte je dirais pas une religion, mais ça a été très violent en Turquie. La question de la laïcité en Turquie, même aujourd'hui, ça a créé beaucoup de tollés, beaucoup de problèmes et notamment ça perdure aussi aujourd'hui il y a beaucoup d'extrêmes en fait en Turquie, tout comme dans tout pays, avec ceux qui voient la laïcité comme un moyen de supprimer les religions, et c'est là où ça pose problème. Et puis de l'autre côté, ceux qui sont religieux qui vont enlever ce terme-là, alors que ce terme-là, on peut l'approcher, mais de façon humanitaire déjà. Humaine, pardon. On peut approcher cette définition de manière humaine et même de manière islamique, hein. C'est pas la laïcité, c'est quelque chose qui est propre à l'humain pour moi. Enfin, tu sais, la sourate Al-Kafirun, Mhm. je n'adore pas ce que vous adorez. À vous, votre religion, et à moi à moi la mienne. C'est vraiment cette idée de pouvoir être dans cette liberté de culte. Donc, même dans l'islam, en fait, finalement, il y a cette tolérance. Et même si on regarde aussi voilà, dans l'histoire de la Turquie, avant 1923, c'était très cosmopolite, hein. Donc, Bien sûr. oui, Bah, c'est très voilà. intéressant ce que tu as dit en fait. C'est vraiment qu'en Turquie, en fait, la laïcité qui a été imposée, bien sûr, en 1923, ça a été vraiment un changement radical. Et Mm. donc là, c'était plus une laïcité, tout le monde a le droit de pratiquer son culte, etc. Non, c'était plus
tout le monde n'a pas le droit de pratiquer son culte, en fait. C'était une interdiction de la religion. En fait, c'était comme si la laïcité, c'était l'ennemi de l'islam, clairement. C'est Donc, ça, il faut voilà. vraiment comprendre que c'était à ce niveau-là. Mm. Encore aujourd'hui, en fait, voilà, la Turquie subit ces restes, en fait, Mais bien émanant sûr. d'un passé voilà, très, très, très dur et horrible qu'a vécu, en fait, ce peuple. Mais c'est très d'actualité aussi. C'est ça qui est intéressant à voir. C'est que ces sujets-là ne datent pas d'il y a longtemps. Et en fait, aujourd'hui aussi, on est encore dans les mêmes, je dirais même régressions, tu vois, avec Effectivement. les extrêmes. Et du coup, c'est pour ça que il faut pouvoir vraiment se plonger dans ce qui est moi, mon identité culturelle turque et aussi mon identité française. De toute façon, on en parlerait, mais la laïcité, malheureusement, comme on l'entend en Turquie et même parfois en France, hein, enfin même pas parfois, pardon, et même en France, c'est un moyen de supprimer. Je parlerais même pas que c'est aussi une visée qui vise que l'islam. Mhm. Ici, c'est aussi vraiment, même en France, avant, on invitait des rabbins, des prêtres dans les plateaux en Télé, France, dans ouais. les Mhm. médias, et aujourd'hui, il y a vraiment voilà, l'absence de la religion, comme si que la religion, en fait, c'était quelque chose d'arriéré, on n'a pas de pensée, c'est pas scientifique, alors que, Justement, en voilà. fait, ça te fait pas penser la laïcité aujourd'hui en France, Mhm. le niveau à laquelle on est arrivé, ça te fait pas penser à la laïcité de la Turquie en 1923, justement? Si, C'est si, incroyable, hein. exactement. C'est Ouais. incroyable. En fait, on est passé donc de la séparation entre l'Église et l'État Mhm. à une laïcité anti-religion, en fait. C'est ça. C'est ça. À la base, c'était neutralité vis-à-vis de toutes les religions pour mieux accueillir, on va dire. Et en fait, c'est non, c'est vraiment l'idée de non-religion, en fait. C'est Mm. devenir areligieux, quoi. Voilà, C'est ça. en fait, c'est devenu limite synonyme d'athéisme, en fait. Un C'est pays ça. laïque, c'est un pays d'athées. Alors que non, C'est ça. c'est un pays où on a la liberté de culte, on peut pratiquer voilà, son culte comme on le veut, en fait, n'importe quel culte d'ailleurs. Et C'est voilà, ça. c'est ça le but, en fait, de cette laïcité. Mm. Sinon, ça n'a aucun intérêt. Mais bien sûr, mais bien sûr. Et du coup, c'est dommage que ça a été fait comme ça dans les années 1923 et en France aussi aujourd'hui, c'est encore cette définition-là qui prime, comme si que être laïque c'était s'habiller de la même manière. Et du coup, tu vois, on parlait de spécificité culturelle. La culture, c'est aussi des vêtements, c'est aussi la manière dont on mange. La culture, elle s'exprime par plein de manières et c'est trop dommage. Enfin, et c'est là où c'est trop dommage, où ça vient vouloir supprimer des identités culturelles et religieuses. C'est dommage en fait d'appréhender cette définition de cette manière-là en fait. Et, Ouais. et justement, en fait, par exemple, on parle de laïcité en ce moment. Mhm. En Turquie, en fait, pourquoi est-ce que quand on parle de laïcité, être laïque, c'est devenu quelque chose de moderne, d'être voilà, quelqu'un de très moderne, Mm, qui c'est voit en vrai. fait je ne sais pas comment te dire ça, en fait, c'est pas arriéré, en fait. Être laïque, voilà, soutenir la laïcité, c'est quelque chose de très bien, alors que non, si tu es contre la laïcité ou que tu ne soutiens pas forcément ce système, eh ben, tu es un arriéré. Ça, c'est une bonne question. En fait, là, il faut savoir que à l'époque, enfin, on va dire à la fin de l'Empire, de la chute de l'Empire ottoman, il y a eu vraiment, on n'était pas forcément les plus avancés au niveau industriel, économique. Voilà, il y avait beaucoup de retard malgré certaines choses. Et du coup, bah, on s'intéresse notamment, je pense, l'histoire de la France a beaucoup influencé la Turquie, avec voilà l'histoire de la Révolution française, la Mhm. liberté, égalité, fraternité. Et vraiment, la question de la modernité est vraiment venue à partir aussi de cette histoire en France, hein, qui a beaucoup marqué, je pense, l'histoire de l'humanité. Et en Turquie aussi, il y a eu vraiment cet extrême où vraiment on vient s'opposer au gouvernement. Ça va pas être comme en France, tu vois. La France, par exemple, ils vont. Je sais pas si c'est comme la France, tu me dirais ce que tu en penses, mais en France, vraiment, c'était l'idée de pouvoir quand même réduire l'impact de l'Église sur les affaires d'État. Et en Mhm. Turquie, Ça a été la même je chose en pense, fait, hein. ça a été la même chose en fait. C'était pour contrôler la religion en fait, C'est l'islam. ça en fait. Et alors que faut savoir qu'on est 80% de musulmans quand même en Turquie, donc vouloir faire ça dans un pays comme la Turquie, C'était voilà, incroyable, hein.
C'est Mhm. incroyable, ouais, ouais. Et Oui, aujourd'hui, malheureusement, ouais, ça crée des. En fait, c'est encore la question de la radicalité. Il y a trop d'extrêmes, en fait. Et dire que je suis laïque et que c'est vu comme moderne, euh, c'est je sais ça. pas. Ouais, non, c'est stupide de penser comme ça, faut Et le il faut dire, hein. signaler aussi quand même, c'est qu'en fait, contrairement à la France, en Turquie, la religion est contrôlée par l'État. Donc il y a une branche du Mm, gouvernement c'est vrai. voilà, qui est le Diyanet, qui contrôle justement la religion. Voilà, elle est directement liée à l'État quand même. Il n'y a C'est pas vrai donc une que séparation il n'y a pas une séparation concrète entre voilà, le gouvernement et la branche islamique en fait, qui est le Diyanet, qui c'est contrôle vrai justement la que religion en Turquie. t'as raison, il n'y a pas eu d'éradication totale de l'islam, parce qu'ils ont créé quand même, on va dire, une organisation qui est le Diyanet aujourd'hui. C'était surtout un moyen de contrôler, hein. C'était C'est pas surtout ça. éradiquer, C'était c'était surtout vraiment la pour question de contrôler en contrôler. fait. Oui. C'est ça. En fait, c'était pour éviter que voilà, chaque imam puisse dire ce qu'il veut. En fait, c'est vraiment contrôler tout. En fait, prendre sous le contrôle vraiment de l'État bah, la religion et donc utiliser la religion comme l'État en avait envie. C'est ça. C'est ça. Voilà. Et il faudrait le dire, je pense que les spectateurs ne sont pas au courant. La Turquie a été un des seuls pays à avoir. Enfin, c'est le seul pays, je pense, hein, tu me diras si j'ai tort ou pas, mais à avoir transformé le Eden, donc l'appel à la prière en turc, hein. Donc voilà, ça peut aller très loin, en fait, ce genre d'idée de laïcité radicale, en fait. Exactement, en fait. C'était aussi, en fait, là, si on parle plus de nationalisme, du coup, c'était C'est ça. vraiment éloigné tout ce qui avait un rapport avec l'islam, donc tout ce qui était en rapport avec l'arabe. Que ce soit la langue, que ce soit le peuple, peu Ah oui. importe, en fait, c'était vraiment couper toute relation directe avec nos ancêtres, les Ottomans, et donc Oui. qui avaient bien sûr un amour indescriptible pour les Arabes, surtout de la Mecque et Médine, Hmm. que ce soit bien clair, un Mais oui. Ottoman, quand il était à Istanbul, ou peu importe, quand il entendait qu'en fait il y avait des gens qui étaient venus de la Mecque ou de Médine, et ben, Hmm, il hmm. les accueillait en fait comme si c'était les descendants du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ce point, Ça, je tiens ouais, à le signaler parce que c'est vraiment ce qu'il se faisait. Pour eux, en fait, c'était vraiment des descendants directs, alors que pas forcément, mais pour eux, Hmm. ils les accueillaient comme si c'était des descendants du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et si c'était pas le cas, c'était forcément un des descendants des Sahaba. Donc pour eux, ils avaient cet amour-là quand même pour les Arabes de ces régions-là, hein, je tiens à le signaler. Oui, c'est vrai. Et aussi, faut savoir que quand on a déclaré la Turquie comme une république, les premières réformes, c'était pas des réformes économiques Ah, bah, industrielles pas du comme tout. dans d'autres pays, c'était on devait voilà Éradiquer. changer, éradiquer aussi les tenues, hein, qui font Mhm. référence à l'islam, et ça aussi c'est aujourd'hui c'est un vrai sujet, hein, de pouvoir porter le voile. Tu entends des atrocités en disant bah c'est arabe de porter le voile alors que Ou il y a encore rien de. donner le selam, tout simplement. Dire Oui, ah parfois, oui, hein, vous pouvez être confronté en Turquie à l'heure actuelle aussi, parce que vraiment il y a cette mentalité d'arriéré, malheureusement, surtout dans les grandes villes comme Istanbul, Izmir, etc. Si vous dites par exemple salam mm, alaykoum, ils vont dire mais pourquoi tu me donnes le selam d'un arabe en fait. c'est Pour eux ça. en fait cette connotation c'est pas religieux, c'est en fait tu me parles comme un arabe. Yani, Et pour il eux, faut, tu dois leur dire c'est ça. Günaydın ou Tunaydın si c'est l'après-midi. Même Merhaba, allez, encore, ça peut passer Merhaba Mm. parce que ça n'a pas une connotation directe avec Allah Azza wa Jal. Et donc voilà, tout ce qui est rapport avec l'islam, bah, voilà, c'est encore ancré hein, quand même des années, 100 ans après. Comme c'est incroyable que c'est toujours ancré et qu'il y a eu ce Mm. lavage de cerveau qui a fait que voilà, là, les gens se comportent de façon totalement différente. Et subhanallah, c'est des musulmans qui disent ça aussi, C'est hein. ça Faut le savoir pire en que fait. ils sont musulmans, hein. C'est ça Ils le sont pire. pas Si tu c'est pas leur des dis, athées. mais si tu leur dis en fait, mais je te dis Assalamu alaikum, c'est-à-dire le salam d'Allah, que la paix soit sur toi. Et ils vont te dire, mais oui, je suis musulman, alhamdoulilah. Tu vois, Mm. t'as pas intérêt à critiquer leur islam ou voilà, le fait qu'ils soient musulmans, mais ils ne veulent pas entendre le salam d'Allah. Donc c'est vraiment quelque chose qui est contradictoire. C'est ça, Voilà. c'est ça.
Donc voilà, là, on s'est un peu égaré un peu parce que voilà, c'est un sujet très important. D'ailleurs, on va revenir avec Mervé sur ce sujet. On va parler aussi du Oui, la changement de laïcité. l'alphabet en Hmm. Turquie, le Ah oui. nationalisme qui a été vraiment atroce après 1923. On va parler de tout cela, Inch'Allah, dans un autre podcast. Donc soyez prêts pour tout ça. Mais concernant le Inch'Allah. sujet d'aujourd'hui, revenons donc directement au cœur du sujet. Concernant les stéréotypes liés à la communauté turque dans les médias français ou en France de façon générale, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que Alors, déjà pour toi, est-ce qu'il y a il y a un stéréotype lié à cette communauté? bah, le stéréotype le plus drôle, c'est le kebab, non? Ouais, bah oui, c'est ça. C'est celui qui fait le grec, etc. Après, c'est vrai que, pour revenir aux choses sérieuses, c'est vrai que la première génération, c'était une génération qui était plus centrée sur voilà, l'industrie, le textile, Des ouvriers, ouais. les ouvriers. Et c'est vrai que ce stéréotype-là du turc en France, elle est très présente, c'est vrai. Et c'est une réalité surtout de la première génération. Et aujourd'hui, le podcast, on en parlait, ça va être aussi de parler de la nouvelle, des trois nouvelles, enfin l'ancienne, la deuxième et la troisième génération qui Mhm. aujourd'hui sont complètement différentes en fait. Et ces stéréotypes-là, ils commencent à se déconstruire petit à petit. C'est ça, oui. On voit petit à petit en fait que voilà que tous les Turcs ne deviennent pas chefs kebabiers, j'ai envie de dire, qui ne finissent pas dans un chantier. Voilà, on voit petit à petit en fait effectivement ce changement. Et du C'est coup en ça. fait c'est ces stéréotypes qui ont existé jusqu'à maintenant. Penses-tu que cela avait un impact sur la perception des Turcs par eux-mêmes déjà et par Mm. les autres? Ok, ah bah forcément qu'il y a un impact par les Turcs eux-mêmes, parce que quand tu viens de parents qui ont fait zéro étude et que t'as beaucoup, tu viens vraiment avec un retard au niveau de la langue française, hein, faut le dire. Mhm, Hein. par rapport aux autres, Euh, bien sûr. oui, tu l'avais dit dans ton introduction aussi, mais c'est vrai on est prise par cette instabilité, même psychologique, hein, on pourrait dire ça comme ça, parce que je vois mon camarade, il parle super bien français, il a des bonnes notes, et puis vraiment la pression de l'école, elle pèse fort sur les épaules d'un Turc, parce que lui, à la base, il maîtrise la langue turque. À la base, Mhm. on nous apprend la première langue, on nous apprend de parler turc dès qu'on a 1, 2, 3 ans, et ensuite, à partir de la maternelle, on commence à parler français. Et du coup, on rencontre beaucoup de difficultés au niveau surtout des études. Et forcément que ça a un impact sur les Turcs eux-mêmes et par les autres. Bah, bien sûr, c'est eux. En fait, c'est un cercle vicieux. Ça crée le stéréotype, il se nourrit en lui-même. Mhm. Mais en même temps, il se déconstruit aussi par les nouvelles générations. Donc, ouais, Parce je dirais ça ce comme que ça. veut dire Merveille ici, c'est que c'est vrai que à force d'entendre voilà kebab, maçon, chantier, voilà Mm. forcément que cela va avoir un impact en fait. Et surtout le deuxième point qu'elle a souligné, c'est très important, c'est que la première génération d'immigrés et la deuxième génération d'ailleurs, au foyer en fait, il faut comprendre qu'ils ne parlent que turc. C'est Et ça. donc forcément, cela engendre un retard en fait, que ce soit à l'école. C'est pas forcément le cas. C'est pas forcément le cas, je tiens à le signaler. Mais c'est sûr qu'ils partent déjà avec un désavantage. C'est Voilà, ça. à la maternelle, ils vont commencer déjà à apprendre petit à petit le français. Bon, il va avoir énormément de problèmes parfois, tu vois, parce que c'est compliqué d'intégrer une nouvelle langue et surtout le turc est totalement différent du français, que ce soit la Mm. construction de phrases, voilà, que ce soit voilà, Oui, la langue en fait de façon générale, elle est totalement différente du français. oui, bien Bon, sûr. certes, le vocabulaire, il y a beaucoup de mots qui sont ressemblants parce que voilà, Oui, la Turquie, après la République en fait en 1923, elle a emmagasiné beaucoup de vocabulaire dans son langage qui venait directement de la France, c'est ça. du langage français plutôt. Mais toi, tu parlais aussi en termes en termes grammaticales. Je sais pas si on dit que ça comme ça. Les règles Mhm. grammaticales, on n'a pas un, une, tu vois, C'est ça, on oui, pourrait le oui, voir oui. dans la langue française. La Turquie, enfin, la langue turque, c'est assez différent dans ce point de vue-là, quoi. C'est Il n'y a ça, pas de oui. genre. Il n'y a pas Voilà. de genre, effectivement, et du coup, forcément, c'est pas rare de voir des Turcs, tout le monde a dû en faire expérimenter ça, qui puissent dire un voiture, un maison, etc. Voilà, c'est C'est parce vrai, que voilà, dans la langue turque, il n'y a pas de genre. c'est Voilà, ça. donc voilà, c'est un point important aussi à signaler. Maintenant que justement nous avons vu tout cela, en fait, voyons quelques dimensions de cette crise identitaire, notamment les difficultés à Mm. se sentir pleinement français et pleinement turc en même temps.
Justement, en Ah, fait, déjà, il y a la mm. langue, et qu'est-ce que tu penses de cela, justement? Alors ça, c'est une vraie question, la question de la crise identitaire. Parce qu'en fait, à la base, euh, la première génération d'immigrés sont venus en France, ils avaient l'intention de retourner. Et on regarde aussi les études de Gaye Petek, où elle fait une étude sur les immigrés turcs en France, il y a vraiment cette volonté de faire attention à ne pas ressembler aux Français et qu'on allait perdre notre identité turque. Il y a vraiment cette peur de perdre ses origines, ses racines. Et c'est vrai que la première génération, elle est assez attachée à sa culture par le fait qu'elle est née là-bas, mais aussi par cette peur de ne pas transmettre à la génération suivante. Et en fait, souvent la deuxième génération et même la troisième est prise par cette peur Ah, tu penses que d'être... cette peur, elle existe toujours? Elle existe. Elle Mhm. existe toujours, cette peur, parce que, bon, un peu moins. Elle est déconstruite quand même avec la troisième génération, c'est vrai, ça. Elle est un peu... voilà, elle a été... bon, on en parlerait, mais surtout pour la deuxième génération, moi j'ai entendu aussi des discours qui disaient que je n'ai pas obtenu la nationalité française parce que ma mère avait peur que je devenais vraiment, réellement française. Ah, c'est Et en incroyable, fait, ça. ça c'est incroyable ce témoignage-là parce qu'en fait, c'est juste sur les papiers. Finalement, ça allait plus te faciliter qu'autre chose, hein. Et on peut être binational, on peut avoir deux nationalités. Donc c'est aussi l'ignorance, cette crise identitaire, vraiment, c'est un vrai sujet hein, pour... Ouais, je tiens quand même à signaler que c'est vraiment une exception, parce qu'en général, Oui, voilà, que ce soit dans l'entourage ou peu importe, j'ai jamais entendu un Turc voilà, qui va dire non, j'ai pas envie d'être français. Tu vois? c'est plutôt la Voilà. génération juste après les parents, enfin après la première génération. Tu vois, Mhm. quand ils connaissent, c'est pas la troisième. C'est pour ça que pour moi il y a une distinction un peu entre les deux. C'est que la troisième génération, c'est bon, c'est des enfants qui sont, enfin, c'est des parents turcs et français à la fois. Donc il n'y a pas trop cette peur-là, mais c'est vrai que il y a eu il y a des extrêmes. Encore une fois, si on est français, on est pleinement français, bah on peut pas être turc, et si on est pleinement turc, on peut pas être pleinement français. En fait, c'est cette crise identitaire, elle existe encore, et pour le faire, pour la déconstruire, déjà il faut connaître l'histoire de la France. L'histoire de la Très Turquie important, oui. et l'histoire de la civilisation musulmane aussi. Mhm. Et en alliant l'histoire de la France, l'histoire de la Turquie et l'histoire de l'islam, voir en fait ce qui est commun dans ce trio en fait. Et on Et verra prendre que tout ce qui est bon et voilà, liberté, égalité, fraternité, mais ça n'existe pas ça dans la culture turque, dans l'islam. La bien sûr, fraternité, la liberté, aussi bien l'égalité des sûr, droits, bien beaucoup de sûr. choses comme ça. Donc oui, c'est quelque chose qui peut être compatible, on en parlera, Inch'Allah. Mais oui, il y a une vraie crise identitaire à ce niveau-là, même si ça se déconstruit petit à petit avec les nouvelles générations. D'accord, d'accord. Et par rapport justement à cette troisième génération qui ne parle plus du tout turc quasiment, qu'est-ce que tu en Hmm. penses de cela justement? Ah bah c'est vrai que ça c'est un vrai sujet aussi, parce que alors là on fait face à des enfants qui ont des parents qui connaissent pas autant bien le turc que la première En génération. fait, oui, c'est plus facile pour eux de parler français à la maison que parler C'est ça, turc. c'est ça. Et du coup, cette facilité, ça vient prendre plus d'ampleur dans le discours et jusqu'à en oublier la langue. Parce qu'il faut savoir quand même, je le vois quand même dans cette la troisième génération dont on parlait, j'en ai connu où ils parlaient turc. Et ils ont vraiment appris la langue turque. Et après être partis à l'école, appris la langue française, etc., Mhm. eh ben, ils parlent pleinement français à la maison, à l'école, et je pense qu'il faut faire attention à ça. Pourquoi? Parce que parler deux langues, déjà, c'est une richesse énorme. Et je Effectivement. trouve ça trop dommage de pouvoir ne pas hériter de ce patrimoine, de cette culture et de cette langue. La langue, c'est énormément riche, hein, et malheureusement, aujourd'hui, c'est quelque chose qu'il faut avoir une certaine... Moi, c'est pour ça que la fermeté de la première génération sur le fait de transmettre la langue turque, de toute façon, il n'y avait pas le choix, hein, mais aussi... mais C'est ça. cette fermeté-là, elle est pas mal, quoi. Elle est intéressante, tu vois, parce que ça En nous fait, apprend... c'est ça, je suis totalement d'accord avec ce que tu disais, c'est que voilà, il faut faire très attention à ne pas perdre en fait cette langue, d'autant plus que elle est facilement accessible en fait. C'est vrai, en L'enfant n'a pas plus. besoin de faire d'efforts phénoménal pour acquérir cette langue. Il Mm. suffit simplement
Même si c'est difficile pour les deux parents français qui sont voilà, turcs d'origine, peu importe, même si c'est difficile pour eux de parler à la maison en français, il faut faire cet effort-là pour que l'enfant puisse emmagasiner en fait cet héritage. Parce que après, ça devient compliqué si ces enfants-là n'arrivent même pas à communiquer avec leurs grands-parents en Turquie ou peu importe. Ils rentrent dans leur pays voilà, d'origine et ils n'arrivent plus à communiquer, t'imagines, avec les gens de là-bas. Donc ça fait vraiment une coupure énorme avec leur héritage culturel. C'est ça. Et donc ça, il faut vraiment insister sur ce point. Il faut fournir tous les efforts nécessaires pour parler turc à la maison, même si ce n'est pas facile. Vraiment, Inch'Allah, faire cet effort et en récolter les récompenses. Même si, voilà, pour les personnes qui se disent « ouais, ça m'intéresse pas et tout, etc. » Pensez à l'avenir économique de ce pays qui est en plein boom économique. Voilà, la langue turque va être très importante dans quelques années, Inch'Allah. Ça va vraiment être un vrai plus de pouvoir parler turc et français. Donc au moins, même si voilà, vous ne pensez pas à l'héritage, pensez à ce niveau-là. Le fait de mettre juste ça sur votre CV, peut-être ça va changer la donne. Mais oui, moi je m'en souviens encore, je passais le bac et il y avait un prof, tu sais, on a LV1, LV2, LV3. Tu peux avoir plusieurs langues et j'avais pu mettre la langue turque en LV2, je crois. Oui, c'était LV2. C'est ça, ouais. Et ce qui était intéressant, c'est qu'en fait, j'étais la seule dans ma classe à avoir choisi LV2 turc, donc c'était une richesse énorme. T'as un point d'avance en fait. Tu commences avec un peu d'avantage dans cette carrière, on va dire. Mais les autres Turcs qui avaient avec toi, ils n'ont pas choisi eux ? J'avais pas beaucoup de Turcs dans ma classe, mais je parlais notamment, tu vois, il y a des Maghrébins, etc. Il y avait beaucoup de Maghrébins et d'Africains dans ma classe, mais eux, c'était pas forcément, tu vois, leur langue d'origine. Alors que, quand même, moi, j'avais cet avantage de pouvoir garder ma langue d'origine, même au sein de mon bac, tu vois, et c'est un avantage de fou. C'est un avantage énorme, ouais. Franchement, c'est un avantage à tous les niveaux, franchement, acquérir une langue aussi facilement, en faisant quasiment aucun effort, comme je le disais, faut vraiment profiter. Voilà, et si avec ça en plus vous arrivez à allier l'anglais, qu'est-ce que vous voulez de plus ? Et bien sûr, si vous pouvez aussi allier l'arabe, voilà. Et même les autres langues, espagnol, allemand, enfin, pourquoi pas. Vraiment, si vous arrivez... Les langues, c'est riche. Alhamdoulilah. C'est très important, ouais. Par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, il faut être honnête en fait, comme on le disait, voilà. De nos jours, il y a un décalage générationnel entre les jeunes nés en France et leurs parents immigrés, et ce, franchement, j'insiste là-dessus, sur tous les points. Et qu'est-ce que tu penses de cela ? Est-ce que c'est un avantage ou un inconvénient ? Est-ce que cela crée des conflits, justement, parce que, voilà, ils n'ont pas vraiment de points communs, en fait. La première génération qui ont connu, entre guillemets, la misère, les difficultés, etc. Et cette nouvelle génération de jeunes qui ont un confort, vraiment, que jamais leurs parents n'auraient pu imaginer. Donc, qu'est-ce que tu penses de cela ? C'est vrai que ce décalage générationnel, souvent ça crée des conflits, souvent ça devient un inconvénient parce que vraiment on en arrive à ne plus comprendre son parent, on en devient étranger. Et les parents aussi deviennent étrangers à nous, à leurs enfants. Et du coup, ça crée un décalage qui est au cœur de cette crise identitaire. Entre voilà, les parents qui imposent certaines choses, notamment, je pense beaucoup surtout à l'endogamie, au fait de se marier entre Turcs, etc. Je sais que dans mon entourage, et souvent c'est un sujet entre les parents, l'islam, normalement, le message de l'islam qui est universel, invite à ne pas, comment dirais-je, mettre de côté d'autres origines, ne pas... Comment je pourrais décrire ça ? Comme Allah Azza wa Jal dit dans le Coran, en fait, j'ai créé des peuples divers afin que vous entreconnaissiez, en fait. Que vous fassiez connaissance, afin que vous partagiez votre culture. Si Allah Azza wa Jal voulait, il nous aurait créés tous de la même manière, du même peuple, de la même culture, et voilà, on n'aurait pas de différence. Et Allah Azza wa Jal souligne ce point important, ouais. Et du coup, la première génération, elle est souvent plus, on va dire, un peu quand même ignorante au niveau éducation, sans vouloir faire une généralité. Bien sûr, c'est pas de façon péjorative qu'on dit ça. Oui, c'est pas une généralité aussi, mais pour dire qu'il faut connaître aussi leur situation, eux. Ils étaient dans un isolement total. Donc en gros, cet isolement-là, ça les a unis entre eux. D'ailleurs, je sais pas si tu l'avais dit, mais les Turcs,
c'est le seul peuple en France qui a sa propre organisation au niveau des mosquées, etc. Tu vois, on a les propres. Oui. Donc, il y a ce truc-là, il y a cette idée de pas se mélanger, tu vois. C'est surtout la question de la mixité. Et c'est vrai que la nouvelle génération, bah, elle va à l'école. Et à l'école de la République, bah, tu rencontres des camarades de toute origine, ce qui est super beau d'ailleurs. Et t'en apprends beaucoup de choses, il y a une richesse derrière ça. Et en fait, tu sais quoi? Dans les deux cas, c'est intéressant. Moi, j'aime bien, comme je t'ai dit, cette volonté à conserver sa culture turque, etc. Mais les parents, parfois, ils sont un peu extrêmes dans cette volonté-là, surtout au moment où ça vient entraver les principes de l'islam, tu vois. Et de l'autre côté, où on va dire que la nouvelle génération, elle est plus on va dire, dans cette volonté, oui, de s'intégrer, d'unir tous les peuples, etc. Voilà. Et il y a malheureusement aussi, à force de vouloir trop faire comme les autres, être comme tout le monde, eh ben, on devient personne. Et c'est pour ça que la question de la langue, et ben, il faut la préserver. Et c'était aussi, voilà, ces inconvénients et ces avantages, il faut vraiment les étudier, même dans votre propre famille, au sein de votre propre système familial, et voir en quoi ça peut être un avantage et un inconvénient, ce décalage. Parce que c'est intéressant, c'est toujours de la richesse, hein. Mais comment préserver cette langue dans le cas justement d'un mariage mixte? Bah, C'est c'est très vrai difficile. que c'est très difficile, effectivement. C'est peut-être Moi, pour cela qu'ils insistent sur le fait ouais, voilà, que les gens se marient dans leur voilà. propre communauté. C'est ça, et c'est quelque chose qui est intéressant. Moi, je trouve que, enfin, pour préserver sa langue, bien sûr, c'est plus facile de se marier avec un Turc ou Bien une sûr. Turque. Donc, effectivement. Et d'ailleurs, c'est même plus facile au niveau culturel. Hein. Faut savoir, il y a À beaucoup tous les de points, hein, à tous à les tous les points, ouais. points. En vrai, C'est ouais, à plus tous en les points. fait, du coup, en fait, c'est ça que je voulais dire. C'est en fait, c'est plus justement peut-être par cette facilité en fait, que ce soit l'adaptation, que ce soit à tous les niveaux en fait, que Mm. les parents insistent beaucoup plus sur ce point. Qu'est-ce que tu penses de cela? Mm. C'est-à-dire l'adaptation, En fait, t'as ça un va être plus exemple? facile de se marier avec un Turc ou une Turque avec Ah quelqu'un oui, d'une autre origine, parce que déjà les parents ils parlent pas forcément français, c'est donc ça. parler avec leur future belle-fille, beau-fils, ça va être très difficile pour eux. Effectivement. Donc ne penses-tu pas que c'est plutôt pour ça qu'ils insistent sur ce Oui. point, ou tu penses vraiment que c'est en mode on va préserver notre héritage génétique? Qu'est-ce que Mm. tu penses vraiment de cela? Bah, je pense que il y a un peu des deux, mais plus surtout le côté je vais pas pouvoir parler avec ma belle-fille ou mon beau-fils. Mhm. Il y a la question de l'adaptation et il y a la question. Alors, héritage génétique, j'aime pas trop ce mot, ça fait un peu racisé. Je sais pas comment je pourrais dire, j'ai pas envie de rentrer dans ces trucs-là, mais c'est plutôt, je vais plutôt dire héritage culturel. Dans Mhm. l'idée que on a des coutumes qui sont belles, on a une culture qui est belle et l'idée c'est de ne pas la perdre quand à force de trop mixer, bah, on perd les choses. Après c'est faisable, hein, dans un couple mixte, tu peux très bien avoir des enfants qui parlent turc et la langue, je sais pas si c'est marié avec une algérienne marocaine et aussi parler les deux. Alors là c'est une richesse énorme aussi. Mais c'est aussi voilà comment le préserver, comment le préserver. C'est une question difficile mais je sais pas comment je pourrais répondre à cette question. Euh, D'accord, d'accord. Ok, bah, de toute façon, on a fait un peu le point Oui, on a concernant fait le ce point en sujet. vrai. Oui, en général, voilà, c'est pas un problème islamique. Donc Ah non, voilà, pas l'islam du tout. justement incite à cette mixité. Voilà, c'est quelque chose justement, c'est un avantage en fait, Et l'islam justement. n'interdit pas aussi la culture. Donc il y Bien a aussi sûr, ce truc-là que l'islam accueille très bien les différentes cultures et coutumes, comme tu l'as cité tout à l'heure. du moment que voilà, c'est pas en contradiction avec l'islam, oui. C'est ça, exactement. Et comme tu le sais, en fait, normalement en France, tout le monde quasiment a eu un jour affaire aux noms et prénoms turcs, qui sont parfois Hmm. très difficiles à prononcer en français, tu vois. Et est-ce que cela, pour toi, joue un rôle dans la discrimination dans l'emploi, le logement et l'éducation, justement, pour les personnes d'origine turque? Hmm. Alors là, la question de la discrimination dans l'emploi et dans le secteur éducatif, c'est vrai que ça a un impact, faut le dire, comme toutes les autres origines. Il faut Mhm. savoir qu'en France, plus tu es français, bah, plus tu as la probabilité d'être employé. T'as plus de chance, ouais. Alors que quand Voilà, t'es d'origine, voilà, t'as été un peu, entre guillemets, immigré, et bah, tu dois faire beaucoup plus d'efforts pour avoir les mêmes résultats. exactement. Et les Turcs ne sont pas exemptés, hein, et aussi Mhm. sont concernés par cette discrimination.
Après, Peut-être pas autant que les Maghrébins, mais ils c'est sont ça, c'est ça concernés. ce que j'allais dire. Parce qu'en fait, les prénoms turcs, souvent, ils sont, on va dire, assez difficiles à cerner au niveau notamment de... Il n'y a pas cette connotation directement arabe. Tu vois, genre, moi je m'appelle Merveille, par exemple, et Merveille, c'est un prénom, les gens, ils ne connaissent pas. Ils disent, ah, c'est Merveille, tu vois. Ils pensent que Ouais, c'est... Il y a pas, en fait, ils connaissent pas t'as de la forcément... chance, c'est pour ça. Moi, je pense avec mon prénom, ça passe. Mais voilà, avec les autres prénoms, on va dire Fatma, Fatima, voilà, les autres prénoms où c'est plus qui vient de notre bah, des prénoms arabes, c'est vrai que ça, ces gens-là sont plus concernés. En fait, ça dépend en fait des prénoms, mais c'est vrai que oui, on est, c'est comme toute personne immigrée, on est concerné par cette question-là à notre échelle. Ce genre de justement discrimination, à force de le Mm. subir à longueur de journée, et voilà, quel impact en fait psychologique ça a sur les individus justement. Ah bah ça, je pense, on l'a tous vécu, en tout cas pour ceux qui l'ont vécu. C'est hyper décourageant. T'as plus trop envie d'avancer. Tu dis j'ai les compétences, j'ai un bac plus 5 dans la poche, j'ai tout ce qu'il faut en fait, Mais j'ai je tout trouve le pas bagage. d'emploi. Mais je trouve pas. Et en fait, ça crée en fait beaucoup de découragement, le stress psychologique, la détresse. Vraiment, c'est là. Hein, et ça crée même un repli sur soi, Mhm. cet isolement-là. Et c'est pour ça qu'il faut faire attention aux idées très droitards. Je sais Mhm. pas comment je pourrais De dire ça, droite, parce hein, que de droite. oui, les idées de droite qui viennent en fait plus créer de la comment je pourrais dire ça? En fait, les idées radicales viennent de ce genre d'approche. Quand tu viens trop refuser quelqu'un de par son identité, etc., alors que, à la base, liberté, égalité, fraternité, on rappelle hein, cette devise-là, eh ben, elle n'est pas du tout appliquée. Et en fait, quand tu vois ce décalage entre la théorie de ce que devrait être la France et la pratique de ce qu'est la France, eh ben, ça, c'est énervant. Donc, c'est énervant, c'est Surtout à triste. l'heure actuelle, Et surtout à l'heure actuelle, encore plus, hein, on est encore faut le dire, hein, on est en 2025, donc c'est un contexte politique encore plus, euh, plus difficile. Enfin, on va dire on est vraiment, oui, on est sur des gouvernements qui sont très dirigés sur des décisions politiques de droite, hein, même si, voilà, ils se disent centristes, mais pas du voilà, tout. il a cette islamophobie qui impacte, que l'on veuille ou non, toute Bien personne en sûr. fait. Même si cette personne, elle n'est pas pratiquante, même si elle se dit non Mais rien que la musulmane, question de voilà, la elle peut être laïcité, impactée. Mm. mais rien que la question de la laïcité, aujourd'hui, toutes les nouvelles lois qui ont été décidées, C'était notamment, anti-religion, ouais. c'était Anti-islam anti-religieux, surtout. anti-islam surtout, hein, je le Mhm, précise, hein, mhm. c'est très anti-islam, même si, comme je l'ai dit tout à l'heure, la laïcité, ça venait quand même mettre de côté le christianisme, le judaïsme et l'islam, mais là, quand même, depuis les Des nouvelles nouvelles réformes. réformes, Mhm. c'est très anti-islam, hein, la loi séparatisme, etc. Voilà, c'est très, 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 ouais, très centré anti. C'est Voilà, ciblé, c'est ouais. ciblé, quoi, on le sent. Hein. C'est Et ça. malheureusement, la question des prénoms, etc., ça vient, tout ça, ça vient impacter, bien sûr. Oui, parce qu'en fait, les parents, justement, veulent que leurs enfants gardent cette identité quand même. Tu Bien vois, sûr. ils veulent appeler leurs enfants pas comme ils étaient appelés leurs parents, etc. Du coup, c'est quelque chose de plutôt beau, tu Mais vois. bien sûr. Mais interpréter ça d'une façon qui est totalement différente en disant non, ils ne veulent pas s'intégrer. Mais quel est le rapport entre choisir un nom et l'intégration? Est-ce qu'on est forcément obligé de s'appeler Franck, Patrick, Pierre pour être français? C'est ça. C'est une La véritable dernière fois, question. je parlais avec une fille qui était d'origine brésilienne et elle s'est mariée avec un Français. Et en fait, quand ils ont essayé de mettre un prénom à leur enfant, je sais plus c'était quoi le prénom, Mhm. et son conjoint français lui disait mais tu penses pas qu'il va être discriminé à l'école, etc. Et ce qu'elle lui a répondu, elle a dit eh ben écoute, il va être différent, et il va grandir plus fort, il va être peut-être qu'il va recevoir toutes ces discriminations-là. Elle était, enfin, elle voulait le garder parce que en fait, on peut être français et aussi on peut assumer ses origines. Donc, c'est ce qui fait la richesse, encore une fois. Et c'est aussi, on va pas créer des clones, hein, on va pas créer des machines, et on va pas être tous similaires. Non, 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 c'est pas intéressant ça. En fait, c'est vrai que la richesse qu'a ce pays, en fait, elle n'est Mm. pas du tout exploitée, en fait. Cette divergence, en fait, cette diversité plutôt, Oui, voilà, elle n'est pas du tout utilisée. Et au contraire, en fait, au lieu que ce soit quelque chose de positif, au lieu que ce soit quelque chose d'avantageux, non.
En fait, c'est C'est un ça. handicap. Et c'est vraiment incroyable, en fait, surtout quand on regarde ce qui se passe aux États-Unis. Mm, Voilà, en fait, peu importe le type, voilà, c'est un Chinois d'origine. mm. Quand tu lui poses la question, qu'est-ce que tu es, il va te dire, I'm American. Il va pas te dire, je suis chinois, je suis américain d'origine chinoise. Non, chinoise, non. Il va te dire, je suis américain. Peu importe, tu peux prendre n'importe quel peuple et ils vont te dire la même chose, I'm C'est American. ça. Alors que voilà, physiquement parlant, pas du tout. Ce ne sont pas des blancs, voilà. On va Donc, pas être décomplexé par notre prénom, quoi. En fait, faut agir et je pense qu'il faut agir de manière décomplexée, hein. Assumer son prénom, qu'on s'appelle Mohamed, qu'on s'appelle Mervé, qu'on s'appelle, je sais pas, Fatima, ou je sais pas, j'ai ses premiers noms en tête, il faut l'assumer. Et ça va pas changer. Et c'est pour ça qu'il faut faire attention aussi à ces politiques-là qui veulent vous dire, vous allez avoir vous allez avoir votre logement, votre emploi si vous vous appelez comme ça. Faut pas mhm. céder aussi comment je pourrais dire, à cette propagande. Faut faire À cette attention et tentation, oui, à parce cette qu'il tentation. y en a qui le font quand même, hein, qui changent leur prénom pour faciliter leur vie de tous les jours. C'est ça. Ça s'est fait, et d'ailleurs, il y a plein de reportages, hein, vous pouvez regarder ça sur Internet, sur YouTube, etc., de gens qui font les mêmes recherches en s'appelant Mohamed avec la même photo, hein, et Mm, la même recherche en s'appelant David ou Pierre. Il n'a pas du tout les mêmes résultats, que ce soit dans la recherche d'un mm, emploi, dans la recherche d'un logement, peu importe, on voit que les choses sont différentes et c'est vraiment dommage en fait d'en arriver là, mm. de discriminer quelqu'un en fait simplement par rapport à son appartenance en fait, son C'est ça. identité. C'est pas sa personne, ce qu'il représente, mais vraiment juste parce que il est voilà d'un peuple précis ou qui n'est pas entre guillemets 100% français, même si ça veut dire, enfin ça veut rien dire à l'heure actuelle être français de souche comme il le dit, ça veut absolument rien dire parce que être français ça veut dire quoi? C'est ça. Voilà, faut voir ce qu'il en est, hein. Les Français, voilà, c'est une mixité énorme. Il y a des Espagnols, il y a des Italiens, voilà, c'est un mélange de tout, quoi. Donc Ouais, Français de souche, voilà, encore faut rapporter la preuve. c'est ça. Point où je voulais en venir, est-ce que tu penses que si on faisait en sorte d'expliquer plus à nos jeunes, en fait, c'est quoi d'être français, que, que voilà, c'est un avantage, en fait, de se sentir français, etc. Est-ce que tu penses que est-ce que ce point, déjà, est-ce que tu penses qu'il doit être travaillé? Mais bien sûr, en fait, pour moi, il doit être travaillé à la lumière du Coran. C'est-à-dire que, en fait, nous, enfin moi, c'est un podcast, voilà, on est musulmans, et notre première boussole, c'est le Coran. Et comment, à partir du Coran et de ce que Allah nous ordonne, on peut et être français, c'est-à-dire travailler, pour moi, la recherche de la science, etc. Là, moi, quand je vais réviser mes cours, certes, j'ai envie d'avoir un emploi, un boulot, etc. J'ai envie de m'intégrer dans la société française, mais c'est aussi parce que ma religion me l'impose. Donc voilà, il faut voir comment en fait tout est allié en fait. Moi j'aime bien en France, vraiment c'est des travailleurs, c'est des bosseurs et de ce point de vue-là, cette culture du travail, elle est super, tu vois, à la garder, à la garder. Et en même temps aussi dans la culture turque, ne pas dire en fait que je suis française d'origine turque, c'est magnifique en fait, et de pouvoir garder aussi ses origines. Encore une fois, ne pas Mhm. se travestir son prénom juste pour s'intégrer, parce que le risque, il vient d'Allah, c'est-à-dire la subsistance. Donc, il ne faut pas avoir peur aussi, parce qu'aujourd'hui, on nous pousse à avoir peur, en fait, de s'assumer. Et ils veulent qu'on soit C'est ça, complexé. oui. Et c'est là où, en fait, je trouve que c'est dommage. Ils veulent qu'on efface notre identité C'est musulmane, ça, c'est ça? exactement. Et c'est dommage parce que, enfin, c'est même pas dommage, c'est dangereux. C'est dangereux limite parce que, à la base, nous, on est là pour adorer Allah. Donc, que ce soit turc ou pas turc, et en même temps, on participe à la vie de la société, on n'est pas des sectes, donc on travaille, on se marie, on voyage. Voilà, en fait, il faut voir que tout est alliable, on peut tout rassembler, on peut faire tout ça et voir comment en fait il y a des points communs, comme je disais, entre la culture de l'islam, la culture française, la culture turque, et je pense qu'il faut travailler sur ces points-là, Inch'Allah. Inch'Allah. Et alors, qu'est-ce que tu penses de l'éducation religieuse concernant ces Ah, générations? l'éducation religieuse.
Alors, c'est vrai que c'est une question qui est très vaste et compliquée. Alors, en fait, les Turcs, comme on l'a dit tout à l'heure, il y a eu cette répression de laïcisme, de laïcité radicale, pardon. Et du coup, c'est vrai que on est arrivé à une époque quand, on va dire, il y a eu nos parents qui ont émigré, enfin la plupart, ils étaient dans des villages et ils connaissaient peu de choses. Donc il n'y avait pas beaucoup de savoir à ce moment-là. Bon, on généralise pas, mais l'idée c'était ça. Et aujourd'hui, maintenant, les nouvelles générations, ils ont plus accès à des réseaux sociaux, à des podcasts, à des livres. Ils lisent le français, ils lisent l'anglais. Et du coup, la question de l'éducation religieuse, euh, on va dire qu'elle est en essor, en plein essor. Moi, je dirais pas que voilà, on s'éloigne complètement. Et c'est du cas par cas, bien sûr, mais c'est vrai que c'est en cours. C'est en cours, Inch'Allah. Les choses évoluent. Et je trouve il y a encore beaucoup de travail à faire. Je trouve il y a énormément de travail à faire, mais voilà, je suis assez positive. J'ai un regard assez positif sur ça. D'accord, donc en matière de religion, tu penses que contrairement aux générations précédentes, les Turcs d'aujourd'hui en Oui, fait sont beaucoup plus impliqués dans leur iman, dans leur religion, dans leur foi. il y a plus de savoir. Il y a plus de C'est-à-dire savoir. que Ok. Oui, c'est-à-dire qu'à l'époque des parents, etc., moi j'ai entendu de mon propre entourage, ils ne savaient même pas prier, certains. Mhm. Ils savaient même pas lire le Coran. Donc voilà, il y avait cette question de l'ignorance parce c'était pas un peuple éduqué niveau religion aussi, hein. Ils étaient dans leur village, isolés, et malheureusement, Ouais, ils il y avait pratiquaient beaucoup d'ignorance. l'islam par imitation. C'est ça, exactement, merci. Et aujourd'hui aussi, il y a une Mhm. pratique de l'islam par imitation de la nouvelle génération, hein, je le dis, hein. Ah oui, et ça c'est pas que chez les Turcs, hein, je pense dans Bien toutes les sûr. cultures. Et du coup, pour travailler ça, bah, la prise de conscience, Inch'Allah. Inch'Allah. Et, et du coup, bah, étudier son histoire, étudier la question d'étude de l'histoire, ça va nous permettre d'éclaircir en fait tout ça, Inch'Allah. On va mieux comprendre notre actualité et on va approcher avec plus de délicatesse, on va dire, et on va être plus intelligent, Inch'Allah. Donc quand tu dis histoire, en l'occurrence Ouais, ici, tu parles de l'histoire islamique? déjà, oui. Oui, effectivement, l'histoire islamique, mais aussi l'histoire de l'Empire ottoman, de la période des Mamelouks, des Seltchouks, et vraiment de la période aussi de nous. On vient d'où en fait? Les Bien Turcs, c'était sûr. quoi à la base? Mhm. Donc en fait, vraiment, C'est très ouais, important, oui, oui, oui. remonter très haut En fait, il dans la faudrait frise vraiment, chronologique. oui, oui, il faudrait vraiment que les parents, ou s'ils n'ont pas les moyens, ou qu'ils n'ont pas accès à tout cela, il faut vraiment qu'ils puissent orienter leurs enfants à ce Hmm, genre de cours, ou même si c'est juste un lien sur Internet, une vidéo ou quelque chose, il faut vraiment que ces enfants-là puissent comprendre d'où ils viennent, hein. C'est-à-dire hmm, leur grand passé. Il faut qu'ils comprennent en fait leur héritage, leur passé, ce que leurs ancêtres ont fait. c'est C'est ça. très très important parce qu'ils vont comprendre que, ah oui, d'accord, donc mes ancêtres en fait voilà, ont tout fait pour que la religion d'Allah Azza wa Jal, euh, se répand sur terre en fait. C'est Ils ne ça. sont En pas fait, restés là à dormir et à profiter du beau temps, non. Ils étaient actifs en fait dans cette da'wah, et exactement. voilà, ils voulaient répondre au commandement d'Allah Azza wa Jal. On manque aussi de repères, hein. On manque C'est beaucoup ça, de oui. repères. Et du coup, l'intérêt de connaître son histoire, c'est vraiment de voir les personnalités phares de leur époque et les Mhm. personnalités, l'âge d'or, on va dire. Moi, j'aime trop étudier ces moments-là d'âge d'or d'une civilisation, même pas que de la civilisation musulmane, et voir comment, en fait, bah, je sais pas, ils ont inventé la première voiture au monde, ils ont Mhm. inventé l'avion, les premières conceptions d'un avion, etc. Donc quand on remonte comme ça, subhanallah, on découvre beaucoup de choses et je trouve que quand tu dis mais comment ce scientifique il a pu faire ça? Parce qu'en fait, le ilm à ce moment-là c'était central. Donc aujourd'hui en France, on veut être dans cette volonté d'avancer comme les Américains. Ils ont, tu sais, ils ont la Silicon Valley, ils Mhm. sont très avancés au niveau de la technologie, l'industrie, etc. En France aussi, on peut arriver à ce stade-là. Et d'où, tu vois, là, je parle de la France, c'est mon pays, donc c'est aussi, et j'aimerais bien avancer aussi économiquement, technologiquement parlant, Bien sûr. sur plein d'aspects. C'est faisable dans tout, et même en Turquie aussi, encore une fois. Ça peut se faire dans tous les pays et il n'y a aucune contradiction à ce que en fait, quand je parle de science, c'est super parce que ça allie tout le monde en fait. On est censé être dans la même longueur d'onde Mhm. et que ce soit des sciences mondaines ou des sciences Islamique. religieuses, Mhm. islamiques. D'accord, Ouais. d'accord. Et quand tout à l'heure tu disais que justement que les jeunes étaient
avaient accès à beaucoup plus de ilm, etc. Qu'est-ce qui les Mhm. a vraiment poussés à plus s'attacher à leur religion? Parce que le savoir, le Mm. fait d'avoir accès, ça ne veut pas dire qu'ils vont s'attacher à la religion. Mais en fait, qu'est-ce qui les a poussés à Mm. s'attacher plus à leur religion? Est-ce dû au fait qu'ils avaient accès à un confort que n'avaient pas forcément leurs parents? Ou tu Mhm. penses vraiment qu'il y a une véritable renaissance islamique? Ouah. C'est vrai que cette question-là, je trouve qu'elle est super compliquée. En fait, je pense que vu qu'il voit beaucoup de décalage entre parfois des pratiques parentales et l'islam, déjà ça commence à te questionner. Tu dis, attends, l'islam, est-ce qu'elle dit ça? Tu vois, quand tu apprends un peu ta culture, parce qu'il faut savoir que la culture turque, elle est très 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 imprégnée et ça prend le devant de la scène Parfois, sur oui. l'islam, tu vois. Mhm. Et du coup, moi, Est-ce que tu as enfin, je des sais, exemples à citer, par exemple, en tête? bah, j'en ai cité tout à l'heure hein, la question de la mixité Oui, culturelle. Déjà, surtout, ouais. voilà, cet exemple-là, je trouve qu'il est très important à prendre en compte parce que quand tu as des parents qui sont un peu très nationalistes, Mhm. et ben en fait, tu dis attention, qu'est-ce que me dit l'islam? Et du coup, c'est dangereux parce que ça vient donner une mauvaise image de l'islam. Du coup, tu vas aller étudier Ta ta religion. religion. Mhm. Et ta religion, bien sûr qu'elle ne te dit pas du tout ça. Et ensuite, c'est cette question de pas se sentir. En fait, c'est vraiment cette crise identitaire qui pousse à aussi à se chercher soi-même et chercher sa religion. Et d'un côté, c'est bien aussi ce décalage-là. Ça permet aussi aux gens de se renseigner. Mais malheureusement, la meilleure manière, c'est à ce que les parents aussi le transmettent, etc. Et que ça se fasse voilà, que ça se transmette de fil en aiguille à toutes les générations, en fait. Et donc, oui, qu'est-ce qui les a poussés à plus s'attacher à leur religion? Bah, aujourd'hui le contexte politique, les incompréhensions, les injonctions paradoxales, le manque d'union au sein de la communauté musulmane. Et au sein du monde entier, hein. Comment c'est possible qu'il y ait des génocides, enfin des choses comme ça. Moi, pour moi, c'est des questions qui te posent directement à ta religion. D'accord. Et directement. Ouais. Donc, ce que tu dis, en fait, pour résumer, c'est que contrairement aux parents qui savaient d'où ils venaient, etc., ils avaient un but précis, travailler et rentrer au pays. Mhm. Voilà, c'est une nouvelle génération qui est en train de subir voilà, cette crise identitaire. Bah, ils ont Mm. besoin de se rechercher, en fait. Ils ont besoin de C'est savoir ça. d'où ils viennent. Et pour ça, du coup, ils s'attachent un peu plus à leur histoire et leur religion. Donc, Mm. c'est ce que tu dis. Donc, et en faisant cela, justement, est-ce que c'est pas justement une véritable renaissance islamique? Alors, oui, bien sûr. C'est pour ça que quand je disais que j'étais optimiste par rapport à la nouvelle génération, c'est que, alhamdoulilah, aujourd'hui, on voit des jeunes investis, notamment dans leurs études, mais aussi dans leur recherche de la science. Il y a vraiment des gens de plus en plus sincères. Inch'Allah, enfin, je trouve qu'il y a quand même une sorte de renaissance islamique parce que, justement, on est dans cette richesse d'être binational. Être turc et français à la fois, c'est une richesse. Et du coup, quand tu t'en rends compte que c'est une richesse, et ben en fait, ça te renforce dans tes convictions religieuses, etc. Et c'est magnifique. Donc, est-ce une véritable renaissance islamique? Inch'Allah. Inch'Allah, c'est ce qu'on espère. Et enfin, pour terminer, pour la dernière question, qui est voilà, très très importante, on va se quitter là-dessus, c'est comment en fait encourager la jeunesse turque à embrasser leur multiple identité? N'est-ce pas là justement Hmm. toute la force de cette communauté? Comment embrasser la multiple Leur identité? multiple identité, Alors, parce que voilà, les Turcs en fait, c'est quand même un peuple assez différent en fait de ceux qui se trouvent en France. Voilà, ouais. ils sont un peu eurasiatiques, ils sont un peu Hmm. européens dans leur tête. En fait, ils ont cette mentalité occidentale, mais ils ont aussi un peu cette mentalité très asiatique en fait, notamment le respect, le fait de faire C'est vrai. attention aux personnes âgées, etc. Et ils ont aussi cette culture un peu arabe aussi. Hmm. Donc Ouais. voilà, à ce niveau-là. Bah, en fait, c'est la question du juste milieu, c'est-à-dire ne pas être trop, 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 trop fier turc et du coup être rentré dans un nationalisme et aussi comprendre bah, ses origines asiatiques. C'est un pays cosmopolite, la Turquie. Et en même temps, nous, on est en France. Donc, comment allier ces différentes identités? Moi, je trouve qu'il faut vraiment pas hésiter comme je le disais tout à l'heure, à assumer pleinement ses origines, que ce soit dans le monde du travail ou même à l'école. Et en même temps, euh, cette question-là, je vais la répondre par rapport à la France aussi. Enfin,
qu'on va aussi vers les Français et qu'on soit pas isolé dans notre coin. Enfin voilà, il y a ce truc-là où on va s'isoler, on va être entre Turcs et c'est bien, hein, soyons dans ce genre d'environnement communautaire, c'est pas un problème, mais soyons dans le juste milieu. Au travail aussi, parlons avec nos collègues. Eux ont d'autres cultures, eux ont d'autres histoires à raconter et c'est hyper intéressant. Et je trouve qu'on peut faire les deux sans dire bah j'ai enlevé je suis plus turc et sans dire je suis plus français. C'est vraiment, c'est pour ça que pour moi il faut assumer les prénoms qu'on a, c'est la question des prénoms, sans aussi être dans un radicalisme en disant bah je suis turc donc voilà on va pas se mélanger ou c'est même pas une question de mélange, hein, c'est on va pas leur parler, et ça c'est créer du racisme. Donc ouais, on peut voir tout ça quoi, si c'est une force, de par nos expériences personnelles, et on va aller vers les autres, Inch'Allah. La rencontre, c'est beau. D'accord, Voilà. je comprends ce que tu dis, théoriquement parlant, c'est très bien, mais dans l'application, c'est très difficile ce que tu dis. Parce que par exemple, voilà, dans le milieu du travail, allez, un exemple tout simple, dans le milieu du travail, voilà, on a en fait inconsciemment, on répresse notre identité Oui, turque, et voilà, en fait, ce que je veux dire par là, c'est c'est vrai. que on va pas être J'ai la pas dit même que... personne Ouais, au boulot ouais, qu'on est ouais. à la maison en fait, Bien inconsciemment, sûr. et parce que cela en fait a eu un impact sur notre psychologie, et le fait de grandir dans cet environnement qui n'était pas forcément très propice à vouloir en savoir plus sur ta culture ou ton identité musulmane et turque, voilà, on revient à cacher en fait ça en notre fort intérieur, et automatiquement on switch, ça devient automatique en fait. C'est comme Oui, voilà, on arrive, hop, on change d'identité, on rentre dans notre voiture, hop, ah, je suis redevenu moi-même. En fait, tu trouves pas que c'est un peu bizarre justement c'est ce genre vrai. de comportement? C'est vrai que ça fait très clivé, ça fait très changement d'identité, ça fait très dissociation. Mhm. Et en fait, c'est pour moi, et ça, je trouve que on pourra en parler, Inch'Allah. Mais il faut, en fait, au travail, oui, c'est vrai que on nous pousse à ne pas parler de notre culture, de notre religion, etc. Bon, je généralise pas, ça dépend du secteur d'activité, etc. Bien sûr. Mais en fait, c'est aussi à nous de pouvoir faire connaître aux autres que c'est pas un danger, tu vois. Parce que malheureusement, les médias, c'est ce qu'ils veulent. Et si nous, on rentre aussi dans ce repli de soi, eh ben malheureusement, ça va pas faire avancer les choses. Et pour moi, on peut très bien être au travail avec ses collègues et dire, Inch'Allah, hein, ça c'est dans le meilleur des cas, mais moi je vais aller prier ou je sais pas quoi, enfin des choses comme C'est ça très où bon, compliqué, hein, concrètement, c'est très 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 compliqué. Après, ça compliqué. dépend Bien du sûr, du secteur milieu, bien d'activité. sûr, bien Ouais. sûr. Et Mais c'est dommage ou parce au qu'en fait, pire, quand on voit ce qui se passe, par ouais, exemple, au Royaume-Uni, etc., par exemple, tu oui, peux dire à tes collègues, bon, j'ai besoin de 2 minutes, je vais faire ma prière, et c'est pas mhm, quelque chose qui va être mal vu ou qui va être, mhm, non, mais comment ça, tu mélanges ta religion ici? Non, tu vois, ouais, ils vont pas être là en c'est mode, vrai. mais qu'est-ce que tu fais? Alors qu'en France, imagine une scène pareille, ça va créer, ah, mais les médias, ils vont sauter dessus, par exemple. Oui, c'est vrai que il y a ça, mais moi je pense que oui, bien sûr, il y a pas cette tolérance qu'ont les anglo-saxons par rapport aux Français, mais je pense aussi que nous aussi, à force d'être trop de notre côté, on ne fait pas avancer les choses. Après, attention, il faut aussi mesurer son environnement de travail. Avec qui je travaille? Avec quel type de collègues? Dans quel environnement? Bien Et si tu sûr. vois que c'est des gens qui sont un peu ouverts, à quel point je peux m'exposer? Il faut faire attention, il ne faut pas tout dire d'un coup aussi. Donc certes, le monde du travail, c'est ton identité professionnelle qui est investie. Oui, plus. Et c'est très bien, hein, on est là pour travailler. On n'est pas... Pour certains, ils font amis. Mhm. D'autres, ils font pas amis. Bien Chacun sûr, ils sa préfèrent manière rester de travailler. professionnels, bien sûr. Voilà, chacun sa manière de travailler. Et en fait, pour moi, c'est vraiment délicat parce que, à force, par exemple, si tu es trop honnête, tu vas dire, bon, bah, je vais aller prier. Bah, maintenant, ils vont parler au patron et il y aurait des choses qui vont se passer, on va prendre ton emploi. Donc, on veut pas non plus, euh, voilà, s'auto, comment on appelle ça? S'auto-saboter. Ça s'auto-saboter, se Voilà, tirer une balle dans le pied. voilà, se tirer une balle dans le pied à trop s'exposer. Le problème, c'est que voilà, nous, on a une religion, tu vois. Allah Azza wa Jal nous Mm. ordonne de faire des prières à certaines heures. Et Ouais, ok, on oui. est dans le monde professionnel, voilà, c'est pro, etc. Mais notre identité musulmane, quand même, Mm. c'est trop important, en fait. Même le plus Mm. important. Donc, je dois C'est prier vrai. à l'heure, par exemple. Et ça, le fait que Mm. ça puisse être un problème, alors qu'on peut Mm. rattraper ses heures, hein. Tu vois, il n'y a pas de souci, il y a toujours moyen de s'arranger. Mais le fait que ça devienne Oui. un problème, c'est vraiment quelque chose de,
dommage en fait, et j'espère qu'un jour, En fait, Inch'Allah, oui, que les gens en fait pourront accomplir leurs Inch'Allah. prières et que voilà, ça va pas être un problème dans ce pays. Goûter la prière à l'heure, c'est magnifique. Quand tu rentres du travail et que tu es fatigué, que tu rattrapes, franchement, moi, j'ai envie d'être, je pense que tout le monde, c'est le même cas, et être épanoui professionnellement et spirituellement. Et du coup, pour ceux qui sont trop fermés, trop extrêmes, c'est compliqué. Je pense que ça crée beaucoup de souffrance psychologique et même de la souffrance au niveau de notre spiritualité. Donc, oui, c'est compliqué. Bien sûr, Mais bien bon, sûr. ça se travaille. Ça se travaille. C'est pas D'accord, impossible. d'accord. Bah écoute, Mervé, tout d'abord, je tiens à te remercier d'être intervenu aujourd'hui pour ce podcast très intéressant. Merci Mais à toi merci aussi. à toi franchement pour ton temps, ça a été voilà très Barakallahu très fik. c'était vraiment super de pouvoir partager tout ça, et voilà, c'était un Mm, sujet très important surtout pour les jeunes Turcs de France. mm. Voilà, n'hésitez surtout pas à nous laisser des avis, n'hésitez surtout pas à vous abonner, quelle que soit la plateforme, que ce soit YouTube, Instagram ou toutes les autres plateformes de podcast. On est disponible de partout. Donc voilà, assalamu alaikum et à très vite.